Il y a quelques mois, l'ambiance dans ce parc d'attractions bien connu des habitants de Douala était ceci. Ce matin, lorsque nous sommes repartis sur les lieux, c'est plutôt un parc d'attractions vide qui se présente à nous. Pas l'ombre d'un enfant sur ce manège à l'arrêt, aucune personne assise dans ces auto-tamponneuses, encore moins à ces tables. Ici, c'est le silence total, ou mieux, c'est l'arrêt total des activités, nous apprend cette serveuse rencontrée sur place. Très mal, depuis les activités ont chuté. Avant, il y avait, la plupart de nos clients venaient pour les jeux. Les parents venaient pour les jeux avec les enfants, mais depuis le confinement, c'est mort. Moi, je suis serveuse ici, là, je travaille juste là à côté. Et vraiment, comme vous voyez, il n'y a personne, c'est mort de chez mort. Vraiment. Déjà qu'on a dit qu'il faut désinfecter, ce n'est pas évident de désinfecter l'eau tout le temps, pour que les enfants viennent nager et tout ça. C'est vraiment beaucoup d'entretien et c'est mort, vraiment. C'est trop d'argent, qu'il n'y a pas déjà, il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entrée. Bon, c'est un peu ça. Pire, la direction du parc a été obligée de mettre son personnel en congé technique, apprend-on. Il y a pas mal d'employés qui sont restés à la maison. On a demandé de rentrer d'abord. On a donné un congé technique parce que avant on avait beaucoup d'activités, donc il fallait un certain nombre de personnel. Il y avait des gars qui géraient ici, il y avait certains qui géraient le manège là-bas, il y avait deux gars à la piscine, il y avait des gars au trampoline, mais tous cela sont à la maison. Et j'avais trois collègues au service là-bas, au bar. Vraiment, elles sont toutes parties. Je suis restée la seule ici là, avec un autre, là, avec un employé à moi, un collègue à moi, Alain. Alain est là, c'est tout. Seulement lui. Nous sommes seulement à deux là. Avec les responsables qui passent de temps en temps pour voir un peu comment ça se passe. Ce parc d'attractions a perdu tout son attrait depuis que Douala est touché par le coronavirus. Voilà, le second plateau est déjà installé. Vous avez constaté que Maître Philaine Dumissi reste des nôtres. Il sera donc en compagnie de Edimo Mongori qui nous a rejoint pour ce second plateau. Bon après-midi, Edimo Mongori. Bon après-midi à tous les téléspectateurs, surtout à vous également, qui êtes sur le panel. Je suis très heureux de me retrouver ce dimanche à nouveau avec vous. On l'a fait, je crois, la semaine dernière, mais autour d'une autre thématique, quelque chose comme ça. Tout à fait. Alors, une actualité brûlante qui vous aura marqué en dehors de celle qu'on aborde cet après-midi? Oui, la question de la suppression de la dette ou l'annulation de la dette, enfin la question d'allègement de la dette, compte tenu du fait qu'il y a eu certainement dans plusieurs pays, pas seulement en Afrique, mais parlons d'abord de l'Afrique, des budgets rectificatifs. Et vous savez, la plupart des pays africains ont mis en place des plans d'émergence entourés par des projets de renforcement des stocks, d'infrastructures spatialement connectives. Naturellement, au moment où ces pays sont en train de redorer dans le blason infrastructurel, subitement intervient cette crise qui réduit massivement les flux d'investissement direct étrangers et tous les mouvements de ce fonds. Et naturellement, il y a des risques. Il y a des risques que des projets pour lesquels certains fonds ont déjà été mobilisés ne puissent pas arriver à terme. Et ça fait un réel problème pour ces pays africains, surtout qu'ils viennent tout récemment de commencer la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique qui doit logiquement relancer la vigueur des échanges et tirer la croissance des uns et des autres d'1 à 3 points de pourcentage de plus d'ici 2 à 3 ans. Voilà donc
c'est des questions extrêmement importantes pour les États qui tous ont en vue de satisfaire un peu les besoins de leur population. Donc voilà, je crois que c'est une thématique extrêmement importante. C'est sur un autre plateau que nous l'avons développé hier. Voilà, c'est compris. Maître Fidèle Dumissi, avec vous, hein, j'aimerais qu'on parle de la nomination du professeur Joseph Wona comme membre du Conseil constitutionnel. C'était le 15 avril 2020. Il remplace à ce poste Jean Fouman Akam, décédé le 13 janvier 2019, tous les deux originaires de la région du Sud. Oui, monsieur, le professeur Joseph Wona a été nommé pour remplacer Fouman Akam, et en respect du principe de l'équilibre régional qui est cher au régime, dont il n'y a eu qu'un remplacement arithmétique, c'est-à-dire après le décès de monsieur de Fouman Akam, qui était par ailleurs secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Le nombre des membres du Conseil constitutionnel était réduit de 11 à 10. Donc il fallait qu'on complète. Et même, voyez-vous, même si on n'avait pas complété, le Conseil constitutionnel pouvait toujours continuer à fonctionner. Vous avez vu que récemment, le Conseil constitutionnel a statué sur les élections législatives dernières, c'est-à-dire à 10, parce que la loi prévoit que le Conseil doit, pour statuer valablement, doit être au moins à 2 tiers des membres. Donc, même en l'absence de cette nomination, le Conseil pouvait toujours continuer, mais c'est toujours bien qu'on ait complété. Et nous pensons que le professeur Joseph Wona ne va pas apporter grand-chose à ce Conseil, étant donné que lui-même, il est du RDPC, et que dans ce Conseil, ce que nous demandons depuis, c'est d'avoir des hommes qui jouissent d'une certaine indépendance et qui peuvent juger avec impartialité, surtout quand ils statuent comme juge électoral. Parce que s'agissant des autres missions de contrôle de conformité du règlement du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, ou bien du contrôle de la constitutionnalité des lois, des accords internationaux, on peut être de n'importe quel parti et analyser avec objectivité pour ce qui est de cette fonction. Mais s'agissant de la compétition électorale, il faut qu'on ait un juge indépendant, un juge impartial. Parce qu'on ne peut pas être en même temps du RDPC et arbitrer un match qui oppose ce parti à d'autres partis. Donc c'est pour ça que nous trouvons que la nomination du professeur Joseph Wona, qui est un cacique du RDPC, c'est un grand militant du RDPC. Parce que nous connaissons sa trajectoire. Il a fait sa vie qu'au sein du RDPC. Et il ne peut pas aujourd'hui, simplement par un simple décret, changer de casquette politique. Lui-même a reconnu, dans une interview accordée sur une chaîne concurrente, que dans le monde, on ne trouve aucun conseil constitutionnel où les membres n'ont pas d'affinité politique. C'est vrai, mais la différence avec notre conseil constitutionnel, c'est que ce conseil constitutionnel est un arbitre de la compétition électorale, ce qui ne se passe pas ailleurs. Si les membres du Conseil constitutionnel qui ont des affinités politiques étaient là simplement pour contrôler la constitutionnalité des lois, des traités internationaux et des accords internationaux, ça ne poserait pas de problème. Mais le moment où il est arbitre, où il vient arbitrer
une compétition entre leur parti et les autres partis. De ce point de vue, nous pensons que ce n'est pas sain. Et avec ça, nous ne pourrons pas avoir des élections libres et justes et transparentes. Ok, c'est compris. Hein. Il n'est plus un secret que l'Afrique et ce partant le Cameroun subit les conséquences néfastes du Covid-19, cette pandémie mortelle et mortifère qui trouble le sommeil du monde entier. L'une des conséquences les plus évidentes est celle sur l'économie. Comment en sortons, ou tout au moins, quelles peuvent être les voies d'atténuation? On va le savoir dans un court instant. Et d'entrée, j'aimerais avec vous, Edimo Mongori, qu'on puisse comprendre de façon technique, une explication qui permet de comprendre cet impact, n'est-ce pas, du coronavirus sur l'économie du Cameroun. Ben écoutez, sur l'économie du Cameroun, sur les économies africaines d'une manière générale, l'impact est net. Déjà, c'est bien de noter et de retenir que les économies de l'hémisphère sud et surtout les économies de l'Afrique sont extrêmement sensibles. Elles sont hypersensibles au mouvement de croissance des régions nordiques, principalement l'Occident, mais également la ceinture du Pacifique, avec laquelle on crête de plus en plus. Je veux dire quoi? Dès qu'il y a un ralentissement d'un point de pourcentage du côté de ces grandes régions, ces régions qui dictent le mouvement de l'économie mondiale et qui font déplacer la frontière de l'innovation technologique. On s'attend généralement à ce qu'il y ait un ralentissement de au moins 1,5%, voire 2, sinon 3%, au niveau des pays qui, comme les nôtres, sont essentiellement spécialisés dans l'exportation des matières locales non transformées, sans grande valeur ajoutée. Donc vous pouvez comprendre que ce ralentissement mondial va impacter naturellement une contraction extrêmement forte de la demande globale en matières premières, ce qui, naturellement, va ralentir forcément nos économies qui, du coup, devant faire face à des dépenses publiques additionnelles dans le secteur de la santé, dans d'autres secteurs également, et devant faire face même au ralentissement de l'activité dans les secteurs hôteliers, de transport, de tourisme, devra naturellement afficher à la fin un déficit budgétaire suffisamment important. Et un déficit budgétaire important n'est pas un bon indicateur, n'est pas un bon signal pour les investisseurs privés. Il est du coup interprété comme un indicateur qui va attirer très rapidement la montée des données fiscales, donc une fiscalisation accélérée des opérations dans le pays. Et aucun investisseur n'est jamais à l'aise là où la fiscalité présente des aspects plus ou moins confiscatoires. Et malheureusement, lorsqu'un pays s'endette, et ce sera le cas aujourd'hui, on s'approche du seuil critique de 40% du PIB en termes d'endettement, ce qui est déjà assez. Avec cette histoire, ce Covid-19, naturellement, on va s'endetter, vous êtes au courant, encore un tout petit peu. Mais la chance aujourd'hui est que je pense que le pays, le Cameroun, compte parmi la quarantaine de pays qui ont bénéficié non pas d'un allègement, mais d'un moratoire
Ça veut dire que l'encours, ou plutôt le service de la dette, ne sera certainement pas au rendez-vous cette année pour environ 240 milliards de francs. Donc on va repousser ça pour l'année d'après. Restons justement au Cameroun. Quels sont les secteurs qui sont directement concernés par cet impact économique-là? Et sur quelle échelle, n'est-ce pas, peut-on les classifier? Bon, ben écoutez, le tout premier, naturellement, c'est celui qui dépend essentiellement des opérations avec le commerce international et aussi les mouvements des personnes. Hein. Donc, il y a certainement l'économie. L'économie sous la forme de commerce, le commerce lui-même, qui sera ralenti d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, on prend des dispositions pour que la chaîne logistique soit toujours ouverte, que le port soit toujours en activité, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut aussi retenir que certains pays vont réduire leurs exportations. On sait que le Vietnam, par exemple, qui exporte une bonne quantité de son riz vers l'Afrique, entre autres vers le Cameroun, a décidé de réduire ou de limiter ou freiner, même geler ses opérations d'exportation de riz vers d'autres pays parce qu'il voulait davantage se concentrer sur lui-même et sur les pays qui sont dans son voisinage direct. Donc il y a le commerce qui sera impacté d'une manière générale, mais surtout, je pense que ce sera surtout l'hôtellerie et le tourisme d'une manière générale, et bien sûr le transport aérien, et surtout, qui seront les secteurs les plus impactés négativement. Alors, Maître Fidèle Ndioumissi, il y a que le groupement interpatronal du Cameroun suggère au gouvernement près d'une vingtaine de mesures fiscales, douanières et financières pour faire face à cette pandémie qui n'a autre que le coronavirus. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est tout à fait normal que le groupement interpatronal puisse proposer des mesures au regard de tout ce qui a comme impact sur l'économie, et avec tout ce que Dr Edimou vient de dérouler, on comprend que la production va sensiblement baisser et que les prévisions fiscales qui ont été faites dans le budget de 2020 ne pourront pas être réalisées. Et il faut rapidement réajuster pour qu'on puisse permettre aux entreprises de résister. Parce que si on continue à mettre la même pression fiscale sur les entreprises sans tenir compte de cette pandémie, les entreprises risquent seulement de disparaître. Et là, il faudrait que l'État puisse réagir très vite, comme on a vu ailleurs. On a mis en place des mesures pour faire à ce que les entreprises puissent résister. On a vu au Sénégal, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu au Niger et plus récemment au Tchad, et même un peu plus loin de nous en France, on a vu comment Macron a décidé que les entreprises vont bénéficier des crédits et que l'État sera caution pour ces entreprises-là qui peuvent bénéficier des crédits énormes pour faire face, pour pouvoir résister. Donc il est urgent que le gouvernement puisse se décider. Nous sommes un peu, peut-être, on espère que comme le gouvernement a annoncé que dans les jours qu'il y a une étude sur l'impact économique, que des mesures vont être prises pour permettre à ce que les entreprises puissent résister à cette pandémie-là. Et il faut comprendre que le budget qui a été prévu ne pourra pas être réalisé. Et rapidement, il faut aussi que le gouvernement pense à des mesures, à des lois de finances rectificatives. Parce que si on reste dans ce budget-là, ce sera de l'illusion. Donc, il faut déjà penser à la loi de finances rectificative parce qu'on ne peut pas réaliser ce budget. Parlant de loi rectificative, Edimou Mongori,
L'année est déjà en cours, le budget a été voté. Comment cela peut-il se faire? Ben écoutez, je crois que ça se prépare de manière logique parce qu'en fait, parler des appuis aux entreprises présuppose que naturellement on part d'une certaine projection plus ou moins précise. Donc je pense que les lois rectificatives sont en train d'être préparées. À quelle hauteur? C'est ça la question, parce qu'en fait, le malheur pour nous, justement, est que nous appartenons à une zone qui n'a pas la moindre maîtrise de sa politique monétaire. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3 mois de taux de couverture de nos importations. Et vous savez qu'il y a eu un dessèchement massif des réserves de change depuis quelques années. Naturellement, ça limite nos capacités déjà à prêter, et encore que nous sommes dans une zone monétaire qui est totalement sous la domination de la France, et d'ailleurs où on ne peut pas libérer du crédit comme on le veut. Donc il y aura certainement des problèmes parce qu'en fait le nœud de toute activité économique, c'est la création de la richesse, la création de la valeur et des emplois. Maintenant, lorsque vous êtes dans un système où moins de 15% de l'argent en circulation est affecté au financement de l'économie, ça fait quand même un problème. Et vous le savez, en zone CEMAC, nous faisons une exception dans la planète, sur la planète tout entière, alors que partout, même en zone UEMOA, on va à 40-50% de ce ratio, et que chez les Français et les Occidentaux, on va souvent à 100% et voire au-delà. Chez nous ici, le petit planteur, la petite entreprise ne peut pas aller au-delà parce que ces plafonds sont là et nous ne pouvons rien faire. Vous comprenez naturellement pourquoi la sortie d'un certain Emmanuel Macron en faveur des pays africains, certainement parce qu'il sait tout le mal qu'il nous fait de l'autre côté et il se connaît jusqu'à quel point nous sommes frappés et vraiment frappés par tout ce qui se passe au niveau déjà monétaire. Vous savez que 50% de nos devises sont d'office gardées quelque part dans un trésor public, qui est le trésor public français. Vous savez que toutes les transactions faites en devises sont logiquement supposées couvertes et garanties par la France et que chaque opération également fait l'objet d'une certaine décote. Même si elle est faible, elle est importante lorsque vous considérez qu'il y a 14 pays dans cette même zone qui fait au quotidien de multiples opérations à l'import et à l'export. Vous êtes sans ignorer que lorsque vous avez une économie faible comme la nôtre et que vous fonctionnez à l'international avec une monnaie, d'ailleurs la plus forte des devises qui existent, l'euro, vous affichez nécessairement une perte de compétitivité variant entre 25 et 40%. Donc voyez-vous, le tableau est plutôt un peu sombre à mon avis. C'est pour cela certainement aussi que on a pu obtenir, parce que les institutions internationales, elles savent tout ce qui se passe. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde qui regrettablement est très injuste, très inégalitaire, où les Africains souffrent massivement, parce qu'en fait, quand vous allez voir ce que l'Afrique a produit jusqu'ici, l'Afrique est au départ de toute la civilisation récente en Occident. Tout s'est basé sur la production agricole et la transformation des produits de première nécessité, et l'esclavage a été alimenté amplement par les Africains. Nous savons ce qui s'est passé avec la colonisation, avec nos sous-sols et nos sols qui sont pratiquement
à la portée et à la merci, à notre merci et à la portée totale de ces pays. Nous savons ce qu'a coûté chacune des guerres mondiales à l'Afrique. Je rappelle que la Première Guerre mondiale aura quand même coûté 65 000 morts du côté des Africains pour le compte de la seule France. Et la Deuxième Guerre mondiale, un peu moins, 55 000 morts. Nous savons que nous alimentons quand même la France aussi en termes d'objets d'art qui ont été volés ici en grande quantité et qui sont un vivier énorme pour leur caisse là-bas, voyez-vous. Donc quand on constate toutes ces histoires, et on sait que les institutions internationales sont au courant de cela, mais elles sont complices dans ce jeu. Nous autres, nous sommes obligés à tout moment de dénoncer ces situations, malheureusement. Alors, Fidèle Ndumbissi, d'après le groupement patronal du Cameroun, du GICAM, l'État doit activer les leviers monétaires pour approvisionner le système bancaire en liquidité. Il s'agit principalement de la facilitation de l'accès des banques au marché monétaire par la baisse de ces taux d'intérêt, l'augmentation des plafonds de refinancement, l'accompagnement des banques et établissements financiers dans l'octroi des crédits de trésorerie aux entreprises, le gel par voie réglementaire, etc. Alors, cela est-il possible dans le contexte économique actuel? C'est très très difficile parce que nous ne jouissons pas de l'autonomie monétaire. C'est ça le problème. Parce que nous n'avons pas la capacité, et au fait nous n'avons pas l'autonomie de battre monnaie. Donc notre monnaie dépend d'un autre pays, c'est-à-dire la France, le franc CFA, de l'euro. Donc, et de ce point de vue, il sera très difficile pour nos États d'utiliser le levier monétaire pour pouvoir faire face à cette situation. Et je pense qu'il ne nous reste que les leviers fiscaux, où il faudra peut-être faire des remises d'impôts à certaines entreprises pour permettre qu'elles puissent résister. Mais si on attend qu'il y ait des crédits massifs, comme le président français a indiqué en France, pour les pays de la zone CFA, ce serait très difficile. Très difficile. Alors, Edmond Bongori, toujours s'agissant des propositions sur le plan fiscal et social, le même groupement patronal propose, entre autres, la suspension des contrôles fiscaux ainsi que le gel des redressements fiscaux en cours, le report sans pénalité des délais de déclaration statistiques et fiscales pour autant que les soldes ont déjà été payés le 15 mars au plus tard. L'assouplissement des conditions de délivrance des attestations de non-redevance en termes simples. Comment le citoyen camerounais en tire-t-il avantage? Cela est-il déjà possible? Oh, ben écoutez, ça devra être possible parce qu'en fait, il faut toujours garder à l'esprit que les entreprises, par leur activité, apportent quand même du souffle aux caisses de l'État. Donc déjà, il faut s'assurer que ces activités soient toujours là, que les entreprises ne ferment pas boutique. Il faut également s'assurer que déjà nous sommes à des taux de sous-emploi extraordinaires et un taux de chômage qui va grandissant. Voilà, donc il faut naturellement accompagner les entreprises dans cette épreuve qui, heureusement, à mon avis, ne devra pas trop durer, même si certaines pensent que c'est pour très longtemps. J'espère que ça ne va pas durer, j'espère que je ne me trompe pas, mais je n'ai pas trop l'impression qu'on pourra faire beaucoup, parce que les contraintes, elles sont là. Il y a des crises internes, il y a des crises, des contraintes extrêmement fortes à l'international en termes de remboursement de ceci, de cela. Il y a les plans
développement des infrastructures qui ne doivent pas s'arrêter, parce que lorsqu'ils s'arrêtent, c'est des pertes énormes. Il y a l'organisation de la CAN qui est là tout proche. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire très rapidement. Et je ne vois pas trop bien. Je pense que ce sera certainement, il y aura une petite pause fiscale. Ça, c'est important. Il faut ça. Il y aura moins de redressements fiscaux à opérer aujourd'hui. Je pense qu'il devrait y avoir des soutiens à l'importation pour ceux qui s'exercent sur les marchés internationaux. Je pense cependant surtout qu'il faut apporter, à mon avis, des petites rallonges et des petits soutiens surtout aux secteurs les plus sinistrés, parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que lorsque un hôtel, par exemple, arrête de marcher, il y a quand même des coûts de maintenance qui sont toujours là. Même lorsqu'il y a peu de gens qui viennent, il faut payer les employés, il faut payer l'électricité, il faut continuer à payer. Donc, je pense qu'il est important qu'on vote un petit budget pour ces secteurs et qu'on les accompagne, ne serait-ce que pour le temps de 2 mois et que pour toute l'année, déjà, ils ne soient plus assujettis à des opérations d'impôts et tout le reste. Alors, quelle idée faites-vous déjà de ce plan de riposte économique que prépare le Cameroun? On a entendu le Premier ministre, chef du gouvernement, s'exprimer sur la question. Il s'agit précisément de la réallocation des ressources budgétaires, l'élaboration d'un collectif budgétaire, la mise en œuvre des moyens d'accompagnement pour les couches vulnérables, entre autres. Oui, absolument. Vous savez, il parle de la collaboration entre la sphère politique et le monde des affaires. Vous savez, il faut absolument améliorer ce levier. C'est le levier qui explique en fait la montée en puissance de tous les pays du monde. Et pourquoi attendre qu'une pandémie trouble le sommeil pour que de telles initiatives puissent voir le jour? Bon, ben, il y avait déjà le Cameroun Business Forum, mais nous avons toujours trouvé que c'était un peu insuffisant pour un pays qui veut émerger dans une quinzaine d'années. L'émergence doit être transformée en une cause nationale, une grande cause nationale, et on ne peut pas émerger en sortant de terre des infrastructures. Il faut surtout donner les marges de manœuvre et être en constante concertation avec ceux qui créent la richesse, ceux qui créent la valeur, ceux qui créent des emplois. Le déclenchement du miracle asiatique est avant tout la conséquence d'une bonne collaboration entre la sphère politique et le monde des affaires. Bon, maintenant, quant aux vulnérables, ils sont de plus en plus nombreux. Naturellement, il faut tout faire pour aller vite, et malheureusement, nous autres, nous avions espéré à un moment donné que ça pourrait peut-être être une occasion pour remettre au goût du jour les projets dont on nous a souvent parlé, d'ancrer vers une agriculture de seconde génération. Parce qu'en fait, véritablement, pour relancer une économie, il faut déjà s'assurer que la pauvreté recule. Et la pauvreté ne peut reculer que lorsque les coûts unitaires de production au niveau agricole sont suffisamment bas. Et ça, c'est une production agricole de type productiviste, dans une agriculture de seconde génération qui peut assurer cela. Malheureusement, on appelle ça de nos voeux depuis assez longtemps déjà. Nous espérons que ça peut être une occasion, ce d'autant plus que aussi longtemps que nous ne parvenons pas à le faire, nous ne pouvons pas attirer suffisamment d'investisseurs, parce que l'investisseur arrive surtout lorsque les coûts salariaux sont gérables. Et les coûts salariaux sont toujours formés en fonction des dépenses
courante des employés et des agents. Voilà, donc vous comprenez que le déclenchement de la crise, de la montée en puissance de la Chine, est adossé essentiellement sur ces deux paramètres. Je parlais de la bonne entente, la collaboration parfaite entre la sphère politique et les partenaires locaux, y compris les partenaires intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les universités, tout ce monde doit se mettre ensemble pour renforcer ce que nous appelons généralement la compétitivité structurelle et systémique d'une économie. C'est ça qui permet à une économie d'avancer. Mais l'autre levier qui est aussi important, c'est vraiment ce levier purement agricole et alimentaire. Lorsque un pays parvient à le faire, du coup, il peut attirer suffisamment d'investisseurs. Et c'est ce qui s'est passé en Asie, en fait. L'Asie a explosé juste parce que ces pays ont pu, à temps, lire ce programme et assurer des coûts salariaux suffisamment bas pour actionner une désindustrialisation massive de l'Occident sur la base des délocalisations des capacités de production. Aujourd'hui, heureusement, les coûts africains sont très bas. Ils sont le quart aujourd'hui des coûts asiatiques parce qu'en fait, chaque zone économique, à mesure qu'elle se développe, affiche des coûts de production toujours plus élevés. Donc, vous êtes au courant certainement depuis 2016 que la Chine a décidé de délocaliser massivement ses capacités de production à hauteur de près de 80 millions d'emplois. Elle a commencé à le faire en direction du Bangladesh, du Vietnam, mais ça ne tient pas. Elle est partie entre-temps vers l'Afrique, plus particulièrement vers les pays comme le Kenya, comme la Tanzanie, comme l'Éthiopie, le Sénégal, l'île Maurice, mais progressivement, elle devrait aller un peu partout. Donc, véritablement, c'est le moment pour l'Afrique, normalement, de se remettre à nouveau sur une trajectoire de croissance vigoureuse. Mais Fidèle Djoubissi, au vu de ce plan de riposte, y a-t-il une possibilité qu'il y ait une parfaite symbiose entre les partenaires locaux, les partenaires intermédiaires et le gouvernement camerounais pour efficacement lutter contre cette pandémie qu'est le coronavirus? Oui, nous osons croire que pour une fois, le gouvernement qui est à Yaoundé va songer à la concertation, parce que c'est lorsqu'il y a concertation qu'on peut trouver des meilleures solutions. Parce que nul n'a la science infuse. Ce que nous avons souvent observé avec ce gouvernement, c'est que ils pensent toujours tout connaître et que les idées qui viennent d'ailleurs ne sont pas toujours des bonnes idées et ils rejettent tout ce que les autres proposent. Non, il faut qu'il y ait cette concertation-là entre les partenaires locaux, c'est-à-dire les opérateurs économiques locaux, les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, comme le groupement, comme le JICAM et autres organisations patronales, pour apprécier la situation et trouver des solutions adéquates, des solutions viables qui pourront permettre que notre économie puisse faire face à cette situation de telle sorte que à la fin de la pandémie, que nous puissions tenir debout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il est question que tous les partenaires, que tous les opérateurs du secteur puissent se concerter. Qu'il n'y ait pas seulement des décisions unilatérales venant du gouvernement, parce que les gens, ceux qui sont au gouvernement ne connaissent pas tout. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'autre jour un autre syndicaliste qui se plaignait, le syndicaliste de domaine de l'enseignement, qui se plaignait de ce que le ministre de l'Éducation de base ou bien le ministre de l'Éducation secondaire, de l'enseignement secondaire, les deux ministres, ont pris des décisions sans consulter les syndicats. Et
Et j'ai vu le syndicaliste démontrer les failles qu'il y avait dans cette décision. Et s'agissant de la décision qui a abouti à la rentrée scolaire du 1er juin et 1er juin prochain. Et le syndicaliste indiquait que si cette mesure ne pourrait pas être efficace parce que on n'a pas consulté les syndicats qui sont sur le terrain. Parce que les syndicats sont ceux-là qui connaissent les problèmes et qui ont pour mission de défendre les intérêts de leurs membres. Et dans leur vocation, ils peuvent trouver des solutions qui peuvent être des solutions viables. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'il faut que, avant de prendre des mesures, c'est comme le gouvernement a indiqué qu'il y a une étude sur l'impact économique, il faut qu'il puisse prendre la tâche avec les syndicats du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, comme le docteur Edimo vient de relever, que c'est les secteurs qui sont les plus frappés parce que plusieurs hôtels sont fermés. Et également le secteur du commerce, puisque notre économie repose essentiellement sur le commerce, et surtout le commerce avec l'extérieur. Non, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur-là ne peut plus bien fonctionner. Il faut que le gouvernement puisse entrer en contact avec les syndicats de ce secteur pour les écouter et demander des propositions de solutions, de soutien à leur activité. Alors, docteur Edimo Mongori, au regard de cette crise sanitaire qui d'ailleurs frappe de plein fouet les économies du monde, doit-on craindre une récession économique? Ben, craindre, elle est déjà là. Elle est là. Nous sommes en plein dans la récession. En fait, il y a un ralentissement mondial. Les prévisions tablent sur moins de 0,5% de croissance de l'économie mondiale. Et ça peut aller un peu plus bas. Ce ralentissement aura des effets naturellement sur tous les pays et c'est naturellement le lieu naturellement pour chaque pays de commencer à repenser aussi son fonctionnement parce que de telles crises elles peuvent encore surgir, hein, à tout moment elles peuvent surgir. Par exemple, jusqu'ici nous avons une politique du tourisme qui est totalement axée vers l'extérieur, qui est, en fait, notre tourisme est dépendant à 90% des mouvements de personnes venant de l'extérieur. Aujourd'hui, certainement, on va commencer à penser à faire la promotion du tourisme national, hein, au plan national, subventionner, accompagner des mesures qui permettent quand même à ce secteur d'être de moins en moins dépendant des affaires internationales. Hein. Ça, c'est un exemple juste. Mais pour nous autres pays d'ici, surtout le Cameroun, parce que je préfère parler du Cameroun, le Cameroun a eu la chance ces dernières années d'avoir insisté surtout sur un levier qui pour nous autres économistes est central pour accélérer la croissance, le développement des infrastructures, parce qu'il existe en effet un lien extrêmement fort et très significatif entre ces actifs infrastructurels et la croissance économique. Donc sur une dizaine d'années pratiquement, il y a près de 12 000 milliards de francs qui ont été investis dans les infrastructures à l'effet de pouvoir relancer, accélérer la croissance. Voilà, c'est une très bonne chose, c'est une très très bonne chose, même s'il y a des impératifs. Moi, j'aime bien le rappeler, il faudrait absolument continuer à approfondir cette dimension, parce qu'en fait, c'est la seule dimension qui permettra à terme à notre économie d'être présente sur le marché régional. Vous savez, c'est le seul pays, pas en Afrique mais au monde, qui soit innervé, c'est-à-dire traversé par plusieurs corridors de transit, donc qui est pratiquement
le point de gestion naturel entre l'Afrique sahélienne, l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, et donc un pays qui peut tirer beaucoup de bénéfices d'un commerce étendu sous la sous-région. Donc je pense que on ne devrait pas se décourager, je m'adresse à ceux qui décident là-bas, on devrait continuer à approfondir ce mouvement. Aujourd'hui, nous sommes reliés de Douala à Bangui, de Douala à Djamena. Il faut continuer à améliorer quand même l'état de ces corridors de transit. Aujourd'hui, le corridor Douala, Bamenda, Manfé-Kok jusqu'à Lagos est ouvert. C'est une opportunité inouïe. Et l'autre corridor venant de Yaoundé pour Saint-Mélima, Ouezo, jusqu'à Brazzaville, Kinshasa, il est en train d'être terminé. C'est du côté camerounais qu'il y a encore des lenteurs. On devrait s'activer à terminer cela. Ces projets intégrateurs, c'est ça qui devrait permettre, à mon avis, à ce pays de se lever, surtout que nous sommes aujourd'hui rentrés dans une logique de mise en valeur de la zone de libre-échange continentale. Moi, je dis, Covid, je souhaite qu'il parte vite, le Covid-19, qu'il ne reste pas trop longtemps ici. Mais je dirais surtout qu'il faut continuer à améliorer la gouvernance dans les administrations, améliorer la qualité de la dépense publique. Nous avons vu avoir par le passé des surfacturations du 23e siècle. Malheureusement, quand on construisait les stades, j'espère que ce genre d'exercice, on a ça derrière nous, des détournements des publics à ciel ouvert. Tout ça, il faut éviter et se concentrer davantage vers ce qui est en train d'être fait, parce que c'est déjà très bon. Nous affichons au Cameroun la forme la plus aboutie en Afrique de massification, d'investissement, d'infrastructures. C'est un très bon score. Il faut continuer à creuser dans ces directions. Maître Fidèle Djoubissi, docteur Mongori Edimo parle donc d'améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance. D'après lui, la récession économique est déjà là. Maintenant, comment la gère-t-on? Elle est déjà là. Et l'après-crise sanitaire. Oui, nous, c'est pas la sur le plan première de la gouvernance. Oui, c'est pas la première fois que nous faisons face à une récession économique. Et nous devons, sur le plan de la gouvernance, faire attention à ce qui concerne les dépenses publiques. Et il faut une rationalisation des dépenses publiques. Absolument. Et maintenant, il faut penser à limiter les dépenses. Et les dépenses inutiles, c'est ce qui par exemple, nous observons que avec notre gouvernement, il y a beaucoup de dépenses pour les missions qui ne sont pas souvent utiles. Et donc, il faut réduire ces dépenses et relancer la production. Ça, c'est important. Il faut relancer la production. Le docteur Edimo l'a bien relevé tout à l'heure. C'est une occasion aubaine. C'est une aubaine. C'est une occasion en or de relancer avec notre production et surtout la production agricole. Locale. Et la transformer. Et dans le programme économique du professeur Maurice Kamto, qui est comme candidat en 2018, il a bien indiqué comment nous pouvons relancer notre production sur le plan économique, sur le plan agricole. Et pour le faire, il y a des infrastructures d'abord. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les bassins de production qui sont identifiés dans notre pays. Et ces bassins de production, il faut d'abord les désenclaver. Il faut les désenclaver complètement. Et après avoir désenclavé, parce que lorsque c'est désenclavé, le producteur agricole, le planteur, lorsqu'il sait que s'il produit, il va trouver acheteur, le coût de transport baisse. Et que le coût de transport baisse, il peut produire davantage.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays des zones où il y a des productions qui n'arrivent pas sur nos marchés. Qui ne sortent pas de brousse. Quand nous prenons l'exemple du département du CAM, le Konjok, où les productions agricoles sont impressionnantes. Quand vous arrivez en Konjok, moi j'y étais, vous voyez le régime de plantain qui est à 2 mètres. Vous voyez des fruits, des fruits qui sont tellement, qui sont costauds, mais qui pourrissent. Et également, si on parle sur les produits de rente, comme le cacao. Est-ce que vous savez que Konjok, c'est la région où le cacao, on a le meilleur cacao du Cameroun. Certains disent même que c'est le meilleur cacao du monde. Mais qui, à cause de l'enclavement, cette production n'est pas renforcée, n'est pas dopée. Non, nous pensons que on devrait, à l'occasion de cette crise, renforcer la production agricole et mettre en place aussi le semencier. Ce que le professeur Kamto avait proposé, il faut qu'il y ait un semencier national. Le semencier, c'est-à-dire qui produit les semences de qualité mis à la disposition des agriculteurs. Parce que après cette crise, nous risquons de faire face à une crise alimentaire. Et c'est à raison que Docteur Eddy Moua a cité l'exemple du Vietnam tout à l'heure, qui a dit qu'il n'exportera pas du riz vers des pays un peu lointains. Parce que, et on va faire face à une crise alimentaire. Elle est proche. Oui, à une crise alimentaire terrible, puisque aujourd'hui, même à cause du confinement, nos planteurs ne vont plus au champ. Non. Après, est-ce que nous aurons suffisamment de l'alimentation? Ça poserait problème. Non, il faudrait que nous nous appuyions sur ce levier agricole qui est encore vierge et qui peut aider notre pays à décoller. Docteur Eddy Moua, vu que cette crise sanitaire est réelle et impacte sur l'économie nationale, quelle est désormais l'expression qui doit être à la mode? Relance économique ou alors croissance économique? Oh, ben, écoutez, c'est une grosse question là. Bon, mais je dirais que je préfère le mot croissance économique. Et pourquoi? Tout simplement parce que déjà, en dépit des guerres de toutes sortes, sécuritaires, les défis sécessionnistes et tout, la croissance est quand même restée relativement robuste, autour de 4%. Habituellement, hein, pour nous autres, toute guerre d'usure, toute guerre intestine a tendance à arracher 1 à 2 points de pourcentage de croissance par an à une économie. Ça veut dire que on voit la nécessité de pacifier au plus tôt le pays parce qu'on y perd beaucoup de moyens et surtout là-dedans on perd le capital sous toutes ses formes, hein, le capital physique, les infrastructures, les équipements, on perd en termes de capital financier parce que lorsqu'il y a une guerre, elle a un effet d'éviction énorme sur les flux d'investissement direct entrant, le capital même jusqu'au capital humain est sacrifié parce qu'en fait les gens qui meurent, qui sont déplacés, qui ont été formés pendant des années, hein, c'est quand même une perte énorme et il faut éviter ce genre de choses et surtout, et ça on ne parle pas beaucoup de ça, l'aspect capital social qui est adossé sur la cohésion sociale et qui est très difficile à reconstituer est également à la peine à un moment donné. Ceci dit, je pense que la guerre, malgré ces guerres, on est arrivé à un niveau de croissance qui était, à mon avis, assez bon, mais
je le disais tantôt, il faut continuer à investir dans les infrastructures, continuer à moderniser l'appareil de production. Il a bien évoqué. Je donne souvent un petit exemple. Hein. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans un pays non loin d'ici. Je pense au Kenya, il y a 2 ans exactement. Ils ont mis en service leur réseau ferroviaire sur plus de 800 km. L'effet est direct. 1,5% de croissance supplémentaire depuis ce moment. Parce qu'en effet, ça a relancé les travaux champêtres, la production agricole et la transformation locale des produits du terroir. Je crois qu'on doit continuer vraiment à aller dans le sens de la modernisation de notre parc infrastructurel, vu notre position qui est extrêmement intéressante dans la sous-région, mais aussi et surtout penser à cette transformation, l'industrialisation. Aucun pays au monde ne devient émergent sans s'industrialiser. C'est en s'industrialisant qu'on crée des emplois décents. En exportant, continuant à exporter les matières premières à l'état brut, actuellement, on exporte des opportunités d'emploi pour nos jeunes qui sortent des universités de plus en plus nombreux et qui inondent les villes. Voilà, donc je pense qu'il faut le faire. Il faut rentrer dans les chaînes de valeur d'une manière générale, les chaînes de valeur agricoles comme industrielles, aussi bien au plan régional qu'au plan mondial. Il faut tenter désormais à diversifier l'économie, pas seulement au niveau horizontal comme on le fait, mais tenter la diversification verticale, donc des produits, les transformer pour se repositionner positivement dans la division internationale du travail. Alors, cher monsieur, on est tous d'accord que le monde risque de subir ce qu'il a subi dans les années 30. Comment sortons de cette crise de façon globale? C'est pour sortir de cette émission. Oui, sortir de cette crise, il faut s'attendre à une chose, comme partout ailleurs. Lorsqu'il y a eu une grande crise, il y a eu une recomposition des concepts économiques. Il y a eu un remodèlement même des modèles de croissance et c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui. Tout le monde a vu les limites des économies aussi bien occidentales que orientales. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est entré plus ou moins en récession. Nous savons que jusqu'ici, les systèmes économiques ont été extrêmement productivistes, entièrement tournés vers une production à outrance de telle ou telle autre chose. Nous savons aujourd'hui que on commence à tirer les premières conséquences, qu'on va certainement privilégier de plus en plus une économie qui est beaucoup plus consciente des équilibres environnementaux, une économie dite circulaire qui ne va pas nécessairement croître très très vite, mais les pays qui sont le mieux placés aujourd'hui dans cette composition, c'est l'Afrique, vu le patrimoine sylvicole, l'un des poumons naturels du globe, notre grande forêt. Les productions dans ces secteurs seront naturellement beaucoup plus rentables parce qu'on voit aujourd'hui la nécessité quand même de protéger. On sait ce que ça a donné. Cette crise n'a pas que fait du mal. Aujourd'hui, les Chinois voient déjà le ciel bleu parce qu'ils ne connaissaient plus la notion de ciel bleu. Et M. Maigre parlait de la crise alimentaire. Mais en fait, la crise alimentaire, c'est même pas totalement lié au coronavirus, mais la crise alimentaire mondiale est à la porte de manière inévitable entre 2025 et 2027 et devrait logiquement se pointer parce qu'en fait, la plupart des grands producteurs agricoles, que ce soit la Chine ou l'Inde ou les pays occidentaux d'une manière générale aujourd'hui, sont caractérisés par la vieillesse des sols, la
production des sols et par le déficit en eau potable. Ceci dit, merci, parce que Maître l'a évoqué, vraiment c'est l'Afrique et surtout le Cameroun, parce que l'Afrique c'est 65% des terres arables disponibles aujourd'hui et à peu près 20% de ces terres arables disponibles sont au Cameroun. Donc ce serait une urgence d'aller vraiment dans cette direction, transformer nos campagnes, y mettre des pistes de collecte, les multiplier pour que la production sorte et qu'on l'exporte, parce que ces pays, ces grands pays auront à faire face à des problèmes alimentaires. Vous constatez que la Chine est en train de planter sur 6000 hectares de riz au Cameroun. Voilà. Ce riz, personne ne l'a jamais vu. C'est pour prévenir ce qui va arriver. Merci, docteur Mongori, d'être passé par ici. Nous vous souhaitons un bon retour. Merci également à vous, maître Fidèle Njumbissi, qui était des nôtres. En quelques secondes, pour sortir aussi votre dernier mot. Moi, j'aimerais sur la même ligne. Docteur Edimo, pour indiquer que rien n'est encore perdu, surtout pour nous Africains, et, généralement et particulièrement Camerounais, avec tout ce que nous avons comme potentiel agricole. C'est-à-dire que l'agriculture reste toujours ce levier par lequel nous pouvons réaliser notre émergence. Donc, par la production, la transformation et la conservation. Voilà, cet hebdo de ce jour, c'est terminé. Merci à Eric Gando qui a assuré la réalisation, également la prise de son ce jour. Nous n'oublions pas Landry Yossa qui a assuré également, aussi bien de faire les caméras en studio. Les rediffusions de cette émission dès ce soir 20h30 sur Spectrum Télévision et puis demain à partir de 13h30. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Le programme se poursuit sur Spectrum Télévision. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.